Bonjour à tous, on vous propose de commencer ce webinaire qui a donc pour thème l'évaluation, un moyen pour co-construire une filière durable d'approvisionnement en biomasse agricole. Dans ce webinaire, nous allons parler à la fois des enjeux de la production de biomasse agricole et du rôle que peut avoir l'évaluation pour construire des filières d'approvisionnement qui soient durables. Ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Réseau Site Démonstrateur, qui est un projet qui a commencé en 2015 et qui se finit cette année en 2020. Il a été piloté par Agrotransfert. Agrotransfert, c'est une association dans les Hauts-de-France qui mène des projets de R&D et dans l'aboutissement de ces projets, ce vont être des innovations au service du monde agricole. Ce projet, c'était un projet partenarial qui regroupait à la fois des partenaires techniques, scientifiques et des industriels, et il a été financé par le FEDER, le FNADT au titre du dispositif Territoire catalyseur d'innovation et la région Hauts-de-France. Donc, je vais vous faire tout d'abord une rapide introduction pour replacer le contexte autour de ce webinaire et revenir avec vous sur la démarche Philabium. Puis, je vais passer la parole à mes collègues, donc Charlotte Journel, qui est ingénieure en agronomie et qui, dans le cadre du projet Réseau de sites, était responsable du volet expérimentation agricole, à Justine Lamère, qui est aussi chez Agrotransfert et qui est expert en tout ce qui est évaluation environnementale et qui a réalisé également beaucoup d'évaluations dans le cadre du projet Réseau de sites, et à Joachim Boissy, expert en évaluation environnementale et changement climatique, également impliqué dans le projet Réseau de sites. Après ce temps de présentation, nous aurons un temps d'échange à partir de vos questions, donc soit écrites, soit orales, puis nous ferons un rapide temps de conclusion. Je vais donc commencer en vous représentant, pour certains et en vous présentant pour d'autres, la démarche Philabium. Cette démarche, elle est à destination des acteurs économiques qui portent un projet de valorisation de biomasse agricole. Donc ça peut être, en fait, l'idée, c'est un projet dans lequel ils souhaitent valoriser à des fins alimentaires ou non alimentaires, par exemple pour faire des agromatériaux, des molécules en chimie ou de l'énergie, une biomasse qui est d'origine agricole. Ces acteurs, ça peut être des industriels, des collectivités territoriales, des agriculteurs, des coopératives. Et la démarche Philabium, elle s'adresse également à des organismes qui réalisent une action de conseil auprès de ces porteurs de projets. Ça peut être les chambres consulaires, des bureaux d'études, etc. La démarche Philabium, elle est là pour concrétiser des projets de bioéconomie sur les territoires. La bioéconomie, c'est l'économie qui repose sur la valorisation de ressources renouvelables de la biomasse. Donc la démarche Philabium, elle est là pour concrétiser ces projets, mettre en place l'approvisionnement en biomasse agricole des filières de la bioéconomie et faire en sorte que ces filières, elles soient ancrées au sein de leur territoire et qu'elles soient durables et pérennes. Pour ce faire, avec la démarche Philabium, on vous propose un cadre qui est composé de deux axes. Le premier axe porte sur la mise en place concrète de la filière d'approvisionnement. Donc le but ici, c'est d'aider le porteur de projet à cheminer de son idée jusqu'à la mise en place concrète de sa filière en voyant quelle peut être la biomasse qu'il peut valoriser, comment est-ce qu'il va aller rencontrer les agriculteurs pour établir avec eux une relation de confiance et voir comment est-ce qu'on peut produire la biomasse sur le territoire, réussir à contractualiser pour mettre en place concrètement la filière au sein du territoire. Le deuxième volet de la démarche porte sur l'ancrage de la filière au sein du territoire. Ici, il s'agit de voir comment est-ce que cette activité, qui est très concrète, de produire de la biomasse, la mobiliser et la valoriser pour faire des matériaux, des molécules en chimie, etc. Mais comment est-ce que cette filière, elle peut être bénéfique au territoire et également tirer des opportunités de son ancrage au sein du territoire. Pour ça, il faut connaître le territoire, donc il faut l'étudier pour mieux comprendre ses enjeux, les acteurs qui ont une activité au sein de ce territoire, pour avec eux établir également une relation de confiance, aller les rencontrer et établir un contact dans la durée avec ces acteurs et éviter ainsi bien des embûches sur le chemin. Donc la démarche Philabium, c'est un cadre qui est là pour aider le porteur de projet à cheminer. Et dans ce cadre, on propose également des outils avec des références, des clés de réussite, des retours d'expérience. Et ces outils sont disponibles sur le site internet dédié à la démarche Philabium.
Ces retours d'expérience, ces clés de réussite, ces références sont issues d'un travail de terrain que nous avons accompli pendant 5 ans, donc depuis 2015, avec 4 plateformes d'expérimentation agronomique, au sein desquelles on a regardé comment est-ce qu'on peut produire de la biomasse capable d'alimenter à la fois les filières alimentaires et non alimentaires de la bioéconomie, quel impact cela a d'un point de vue agronomique, environnemental, économique. Et on a également suivi des territoires pilotes où là, c'était un porteur de projet, ici des industriels, qui avaient des projets de valorisation de biomasse et on a regardé avec eux comment mettre en place leur filière d'approvisionnement et on a capitalisé sur tout ça pour vous donner aujourd'hui des éléments de réponse au travers des guides de la démarche Filabium. Ce qu'on a pu voir avec ce réseau de sites, et c'est ce que j'ai pu vous dire également mardi, c'est que l'essor d'une filière passe par la prise en compte de 2 dimensions, à la fois la dimension technique du projet et la dimension humaine et territoriale du projet. Et c'est pour ça que nous insistons particulièrement sur l'importance du fait que le porteur de projet doit construire une relation de confiance et de travail avec les agriculteurs qui vont l'approvisionner en biomasse, les acteurs publics qui peuvent soutenir son projet, voire le financer dans certains cas, et également les personnes, les riverains, les citoyens qui entourent finalement également le projet. Et cette relation de confiance, une des clés de réussite qu'on met en évidence dans la démarche Filabium, c'est qu'il est important que le porteur de projet ne soit pas juste dans l'information, de dire voilà, mon projet, il va fonctionner comme ça, il y aura tant de tonnes de biomasse qui vont rentrer, etc. Il ne doit pas être juste dans l'information, mais il doit prendre en compte les questions et les préoccupations des acteurs du territoire pour rentrer dans une dynamique de concertation. Et c'est ça qui va faire la différence et contribuer à la réussite de son projet. Sauf que quand on prend en compte les questions des acteurs du territoire, ceux-ci vont poser des questions sur quel est l'impact du projet sur mon activité, sur mon cadre de vie. Et le porteur de projet n'aura pas nécessairement des réponses à fournir à ces acteurs. Et c'est là que rentre en jeu l'évaluation. L'évaluation, ça peut être un moyen de prendre en compte les questions et de chercher ensemble des réponses pour apporter des éléments de réponse aux différents acteurs et construire ensemble la filière. Et comme l'évaluation, c'est l'un des cœurs de métier de l'association Agrotransfert, on vous propose une présentation maintenant pour vous montrer comment est-ce que l'évaluation peut être un moyen très intéressant pour construire une filière durable d'approvisionnement en biomasse agricole. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à ma collègue Charlotte Journel. Comme vous l'a précisé Lucille, pour pouvoir construire et sécuriser dans le temps son approvisionnement en biomasse agricole, il faut construire une relation de confiance avec les agriculteurs, ce qui veut dire de passer par la construction d'une dynamique de coopération avec les agriculteurs. Donc vraiment, construire avec l'agriculteur, ça veut dire savoir écouter, comprendre et prendre en compte ces enjeux, ces interrogations, essayer d'apporter des réponses à ces interrogations. Donc si on repart d'un porteur de projet qui va démarcher un agriculteur, puisqu'il est à la recherche d'une biomasse, en lui demandant est-ce que tu peux me produire pour moi de la biomasse, me fournir en biomasse agricole, l'agriculteur, ça va susciter chez lui un certain nombre de questions en lien avec ces enjeux. Et à travers un exemple, on vous propose de vous illustrer l'ensemble des questions qui pourraient se poser chez un agriculteur quand un porteur de projet le démarche avec cette question de « pourrais-tu me fournir en biomasse agricole ?» L'exemple que je vous propose ici, c'est le cas de ce qu'on appelle les doubles cultures dédiées. Donc, on a un porteur de projet qui démarche un ou des agriculteurs en demandant à celui-ci de le fournir en double culture dédiée. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler la double culture dédiée? Donc, en fait, c'est la production de 2 cultures biomasse en un an. Donc, sur une année, successivement, on va avoir 2 cultures qui vont être récoltées en vert, donc en biomasse verte, c'est des cultures qui ne vont pas aller jusqu'à une maturité, mais qui vont être récoltées donc, immatures, et qui sont dédiées à une valorisation énergétique. Donc, cette double culture, elle va être, par exemple, dans notre exemple ici, positionnée entre 2 cultures alimentaires, un colza et un blé. Donc, dans cette double culture, on peut avoir une première culture qui va être implantée à l'automne et récoltée au printemps. Donc, c'est par exemple une céréale immature avec
seul ou qui peut être en mélange avec une légumineuse, un triticale pois dans notre exemple, suivi juste après sa récolte au printemps par l'implantation d'une deuxième culture qui a un cycle un peu plus court et qui va pouvoir donc récolter à l'automne également pour de la biomasse. Et ça peut être par exemple un maïs ou un sorgho. C'est ce triticale pois et sorgho qu'on va reprendre dans les exemples qui vont suivre. Donc, si je reviens à la question posée à l'agriculteur, pourrais-tu me fournir en double culture dédiée? On va se mettre un peu à la place de l'agriculteur et on va rentrer un peu dans sa tête pour voir toutes les questions que cela peut lui poser. Donc, le premier constat qu'il va faire, c'est que lui, aujourd'hui, il ne produit pas cette double culture dédiée. Il a une rotation qui est, par exemple, dans notre exemple, colza, blé, escourgeon, avec des cultures pour lesquelles les pailles vont être restituées et d'autres pour lesquelles elles vont être exportées. Donc, le blé, par exemple, on exporte la paille. Et donc, le fait de devoir produire cette double culture va impliquer soit qu'il rallonge sa rotation, donc d'avoir 4 cultures, soit qu'il modifie sa rotation et qu'il en enlève une, qu'il substitue une des 2 cultures, une des 3 cultures. La première question qui va se poser, c'est donc quelle culture je substitue? Est-ce que je remplace mon colza, mon blé, mon escourgeon pour pouvoir introduire cette double culture? Vont également se poser en parallèle des questions par rapport au fait d'introduire cette double culture dans sa nouvelle rotation et sur son exploitation. Quel impact ça peut avoir sur la culture suivante, sur son revenu, sur son organisation? On va avoir également des questions plus de l'ordre de la technique de production. Comment je vais conduire cette culture? C'est-à-dire quel est l'itinéraire technique pour produire mon triticale pois et mon sorgho? Donc, quelle est la suite des interventions? À quelle date je vais semer? À quel moment? Quelle quantité d'azote je dois lui apporter? Est-ce que je dois la désherber? Donc, un certain nombre de questions autour de la conduite de ces cultures. Et donc, il va se demander s'il va trouver facilement les informations techniques pour pouvoir conduire ces cultures et le conseil pour pouvoir réussir ces cultures. On va également avoir des questions plus de l'ordre de l'impact sur la fertilité de son sol, puisque donc l'agriculteur qui va introduire cette double culture, il va chercher donc à exporter beaucoup de biomasse. Et le fait d'exporter beaucoup de biomasse peut impacter la fertilité de son sol. Si je reprends notre exemple, l'agriculteur avait un colza, un blé, un escourgeon. Il choisit de remplacer son escourgeon. L'escourgeon, il avait une paille qui était restituée. Donc, en restituant la paille d'escourgeon à son sol, après décomposition de cette paille, ça permettait d'apporter un certain nombre d'éléments nutritifs qui sont utiles à la vie du sol et à la culture suivante. En remplaçant cet escourgeon et donc cette paille restituée par une double culture pour laquelle je vais exporter totalement la biomasse, je peux restituer donc moins de choses à mon sol et ça peut donc impacter sa fertilité. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de rester autour de cette question de la fertilité du sol, puisque le sol, c'est le cœur de métier de l'agriculteur, c'est son outil de travail et il est vraiment soucieux de pouvoir préserver la fertilité de son sol pour pouvoir conserver un bon outil de travail. Alors, je vous propose de définir ce qu'on appelle la fertilité du sol. Alors, c'est un concept qui n'est pas simple à définir. Il existe beaucoup de définitions diverses, mais qui sont rarement consensuelles, puisque c'est quelque chose d'assez complexe et du coup, on a plus souvent affaire à des pages de description de cette notion de fertilité que des définitions très consensuelles. Je vous propose quand même, pour qu'on comprenne bien et qu'on ait l'idée un peu globale de ce que nous, on va appeler la fertilité du sol, de vous en proposer une, en sachant qu'effectivement, elle pourrait être critiquable d'un point de vue scientifique, mais ça nous permet quand même d'appréhender ce qu'on nous, on y met derrière la fertilité des sols. Donc, c'est la qualité d'un sol à assurer de façon durable la croissance des plantes et l'obtention de récoltes, donc d'avoir un certain rendement pour pouvoir avoir des récoltes. Elle résulte de l'interaction de 3 composantes, la composante biologique, chimique et physique, qui sont toutes les 3 en interaction et complémentaires. Et ces composantes, elles vont déterminer l'approvisionnement des plantes en éléments nutritifs pour pouvoir permettre leur croissance, les conditions favorables de croissance et le fonctionnement des racines. Alors, comment on peut caractériser la fertilité des sols? Il existe un certain nombre d'outils qui nous permettent de la caractériser. Ça va être notamment des mesures, des observations qu'on va faire directement au champ, sur le terrain, qu'on a décrit par des protocoles. On réalise également des analyses en laboratoire à partir d'échantillons de sol, par exemple, sur lesquels donc, on fait des échantillons sur lesquels on fait des analyses qui sont normalisées pour pouvoir être sûr du résultat qui sort de ces analyses. Et on peut utiliser également des modèles de simulation pour certains éléments qui ne sont pas mesurables directement au champ.
Et l'ensemble de ces outils nous permet donc d'acquérir des données, et c'est à partir de ces données qu'on va pouvoir calculer des indicateurs de fertilité du sol. Par exemple, pour être un petit peu plus clair, pour caractériser par exemple la vie du sol, on peut faire des mesures autour du nombre de vers de terre. Donc on va compter le nombre de vers de terre qu'on a dans le sol. Ça permet de contribuer à caractériser la vie du sol. On peut également faire des prélèvements de sol. Donc avec une terrière, on prélève des échantillons de sol, et sur ces échantillons de sol, en laboratoire, on fait des analyses de teneur, quelle teneur en azote, de potassium. Ça nous permet d'estimer la richesse en éléments nutritifs du sol. On peut également faire des mesures sur le sol, des observations de description de profil de sol. Donc, on fait une fosse dans le sol et on décrit ce qu'on observe en termes notamment de tassement. Est-ce qu'on observe des tassements qui pourraient être compromettants pour le développement des racines des plantes? Et donc, l'ensemble de ces différentes mesures nous permettent d'essayer d'appréhender un peu mieux ce que c'est que la fertilité du sol sur lequel on va se trouver. Donc, si je reviens à la question un peu initiale, donc mon porteur de projet qui s'adresse à un agriculteur en lui demandant est-ce que tu peux me fournir en biomasse verte avec des doubles cultures, on voit bien que derrière l'agriculteur se pose beaucoup de questions. Et sur cette question qui paraît assez simple de l'agriculteur, de quel est l'impact sur la fertilité de mon sol, on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe et qui demande finalement une multitude d'éléments pour pouvoir apporter des réponses à l'agriculteur. Et pour pouvoir apporter des réponses à l'agriculteur, on peut avoir recours à l'évaluation. Parce que l'évaluation, elle va nous permettre d'apporter des éléments objectifs à partir d'indicateurs pour pouvoir justement caractériser, là dans ce cas-là, la fertilité du sol et permettre ainsi de poser une discussion. Il est bien évident que pour pouvoir apporter ces éléments objectifs, l'évaluateur doit être quelqu'un de neutre et indépendant pour pouvoir vraiment assurer la neutralité des résultats qui sortent de ces évaluations. Et l'ensemble de ces résultats permet donc vraiment d'être un support ensuite de discussion entre le porteur de le projet et l'agriculteur pour co-construire ensuite la filière d'approvisionnement. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur cette question de la fertilité du sol, puisque comme je vous l'ai dit, ça reste quand même une question qui est fondamentale pour l'agriculteur, avec un exemple sur comment on peut justement, avec l'évaluation, apporter des réponses concrètes aux agriculteurs sur cette notion de fertilité du sol, avec donc Justine Lamère. Bonjour à tous. On va voir ensemble maintenant comment l'évaluateur va intervenir ici. Et sa première tâche va consister à définir une question évaluative qui va lui permettre de bien identifier son objet d'étude et qu'il va avoir besoin aussi de valider avec l'agriculteur, en l'occurrence ici dans notre exemple, pour s'assurer que ça va bien répondre à sa question. Donc, comme le disait Charlotte, on a choisi de travailler ici spécifiquement sur la fertilité du sol et on a choisi l'exemple du carbone, qui est donc une des façons d'évaluer l'évolution de la fertilité du sol. Et si on revient à notre cas d'étude précis sur notre projet, où on avait donc, pour rappel, une rotation de colza, blé, escourgeon, dans laquelle on introduit la double culture à la place de l'escourgeon, on va chercher à savoir ici si cette introduction de double culture en remplacement de l'escourgeon ne va pas entraîner un déstockage du carbone du sol. Et avant de voir comment on peut répondre à cette question, je vous propose de reprendre le principe du bilan unique pour bien comprendre comment on va pouvoir évaluer l'évolution du stock de carbone. Donc il faut s'imaginer en fait le stock de carbone comme une boîte qui va contenir la matière organique du sol et à partir de laquelle il y a un flux continu sortant de carbone sous forme de CO2. Et ce flux est en fait lié à la minéralisation de la matière organique. Cette minéralisation est influencée principalement par le climat et le type de sol, et aussi également par le travail du sol. Donc en fait, ça va être surtout des facteurs sur lesquels l'agriculteur va avoir peu d'influence. Et en parallèle de ce flux sortant, il y a un flux entrant, également continu, constitué par les entrées de carbone. Donc le carbone rentre dans notre stock de carbone sous forme de carbone unifié et il est issu de tous les résidus de culture qui vont être restitués par la rotation. Donc ce sont les résidus de culture aériens comme les pailles ou la biomasse aérienne des couverts d'interculture par exemple, également les chaumes. On a tous les résidus souterrains, donc toute la biomasse racinaire des cultures et les produits organiques qui sont également une source non négligeable de carbone humifié.
Donc on voit bien que l'évolution du stock de carbone dans le sol va résulter de ces flux d'entrée et de sortie de carbone, et que pour que le stock augmente, pour qu'on ait un stockage de carbone, il va falloir que ces entrées soient supérieures aux sorties pour les compenser. Et à l'inverse, si les sorties de carbone sont supérieures aux entrées, on va diminuer notre stock de carbone, il va y avoir des stockages. Donc cette quantité de carbone est directement liée à la quantité de matière organique. Et donc c'est important d'étudier cet aspect d'évolution de la matière organique, puisqu'elle va influencer sur les propriétés physiques du sol notamment, comme le disait Charlotte, et également l'activité biologique et aussi la fertilité chimique du sol, puisque c'est elle qui va mettre à disposition, entre autres, les éléments nutritifs nécessaires à la plante. Donc si on revient à notre objet d'étude, donc nos deux situations que l'on souhaite comparer, donc ça va être la seconde tâche de l'évaluateur de bien poser ce qu'il y a à évaluer. On retrouve notre situation initiale, donc notre rotation de colza, blé et escourgeon, on exporte la paille de blé. Et donc dans cette rotation, on vend et on exporte les grains de blé, de colza et d'escourgeon, ainsi que les pailles de blé. Et donc en parallèle, on va restituer les racines de blé, de colza et d'escourgeon, ainsi que les pailles de colza et d'escourgeon. Et dans notre situation bioéconomie, on a remplacé notre escourgeon par la double culture triticale pois suivie du sorgho. Et donc dans cette rotation, on vend, on exporte les grains de blé, de colza, la biomasse aérienne de la double culture et les pailles de blé. Et on restitue à notre sol les racines de blé, de colza, de double culture et les pailles de colza. Donc on pressent en fait avec ce changement de culture qu'on aurait peut-être moins de biomasse restituée, puisqu'on a retiré l'escourgeon qui avait une paille restituée. Or, on a vu tout à l'heure que cette biomasse restituée contribuait potentiellement à augmenter le stock de carbone dans le sol. Donc, d'où notre question initiale de savoir si ce stock de carbone va être impacté par notre situation bioéconomie. Donc, on va chercher à voir ce qu'il en est réellement. Et pour le savoir, on va quantifier nos entrées de carbone humifié dans nos deux situations. Donc, c'est ce que vous voyez ici représenté par le schéma, où on va sommer pour chaque situation les quantités de carbone humifié restituées par les racines, les pailles et les feuilles, le cas échéant. Et on va voir ensemble les résultats qu'on a pu obtenir ici pour ce cas particulier. Donc c'est ce que vous voyez sur ce graphique en haut à gauche de la diapo, où on a, avec les barres vertes, les entrées de carbone humifié permises par les deux situations. Donc la situation initiale qu'on a appelée témoin et la situation bioéconomie où on a remplacé l'escourgeon par la double culture. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on somme à l'échelle de la rotation toutes les entrées de carbone humifiées, eh bien elles sont identiques. C'est en fait notamment lié au fait que la double culture permet de restituer une quantité de biomasse racinaire et de chaume qui est assez importante et qui va permettre donc de compenser ce qui n'est pas apporté par les racines, les chaumes et les pailles d'escourgeon. Donc c'est comme cela qu'on en arrive à cette situation d'entrée de carbone humifiée identique. Et on peut donc en conclure que la modification n'aura pas d'impact ici. Mais ça ne nous renseigne pas encore sur l'évolution du stock de carbone, puisqu'on a vu ensemble qu'il fallait aussi prendre en compte les sorties de carbone. Donc c'est ce qui est représenté par le trait rouge ici. Donc les sorties de carbone par minéralisation de la matière organique sont identiques pour nos deux situations, puisqu'on est sur le même type de sol. Pour nos deux situations, on n'a pas changé de parcelle, et on voit qu'elles sont inférieures aux entrées. On peut donc pressentir qu'on va aller vers une augmentation du stock de carbone. C'est ce que je vous propose de voir ici avec le graphique juste en dessous, qui représente l'évolution du stock de carbone sur 30 ans. Donc en fait, on a projeté par la modélisation en utilisant l'outil Simos AMG qui intègre le modèle AMG qui est développé par l'INRA, donc qui nous permet de voir pour nos deux situations comment va pouvoir évoluer notre stock de carbone. Donc on voit qu'il évolue de manière positive, il y a du stockage dans les deux situations, en lien avec ce qu'on a pu observer avec les entrées et les sorties de carbone, et on voit que les deux courbes se superposent puisqu'on a des entrées de carbone similaires dans les deux situations. Mais on comprend bien ici que si on avait eu un sol différent, ou même une rotation différente et un changement de rotation différente, on aurait pu obtenir un résultat complètement différent, d'où l'importance de faire des évaluations au cas par cas. Mais ici, on peut tout de même répondre à notre agriculteur que sur son cas particulier, donc le contexte de sol qui était ici une cranette sur craie
avec un stock initial bien défini, que sont le changement de culture dans la rotation, de ce qu'il a prévu, n'affectera pas l'évolution du stock de carbone sur le long terme. Donc c'est ce qu'on va pouvoir lui répondre à ce niveau-là. Donc je vais laisser la parole maintenant à Joachim, qui va prendre la suite de la présentation. Bonjour à tous. Je vais vous parler notamment de l'évaluation à l'échelle plus territoriale. On va faire un changement d'échelle, on va passer de l'échelle parcelle à l'échelle plus territoriale. Car il faut bien prendre en compte pour un projet de la bioéconomie qu'un porteur de projet, pour l'approvisionnement de son outil de valorisation, ne va pas forcément traiter qu'avec un seul agriculteur, mais avec de nombreux autres agriculteurs. Ainsi, le projet va entraîner peut-être une augmentation des différents flux, du transport, différentes émissions de polluants, etc. Et ainsi, le projet va sans doute prendre une ampleur plus territoriale. Et cette ampleur territoriale va amener d'autres acteurs sur ce territoire, qui peuvent être des riverains, des associations, à se poser des questions sur ce projet. Et notamment sur l'impact environnemental de ce projet, et se poser la question, le projet, par exemple, de méthanisation porté, va-t-il modifier la situation environnementale de mon territoire? Donc, pour illustrer ce type d'évaluation à l'échelle territoriale, je vous propose de prendre donc l'exemple du territoire pilote du méthaniseur CBVER qui se situe dans la Somme. Pour démarrer toute évaluation, on doit d'abord établir un périmètre de cette évaluation. Et dans ce cas-là, on a décidé d'évaluer l'approvisionnement et la consommation du biogaz ou du gaz pour l'ensemble du territoire. Et pour pouvoir évaluer, il faut aussi pouvoir comparer avec une référence. Donc on a établi 3 scénarios. Le premier, le scénario de référence, qui est le territoire sans le méthaniseur, et où la population ou les industries utilisent du gaz, enfin voilà, 100% de gaz naturel. Le deuxième scénario, le méthaniseur est implanté et le territoire utilise à la fois donc une bonne partie de gaz naturel, mais aussi une part de biogaz issu de méthaniseur. Et le troisième scénario est pareil, le territoire utilise une bonne partie de gaz naturel, le méthaniseur est implanté, et en plus, le méthaniseur a une capacité un peu plus grande du fait de l'approvisionnement avec les doubles cultures. Donc nous avons comparé ces 3 scénarios-là. Pour comparer ces 3 scénarios, nous avons décidé de prendre ce qu'on appelle la méthode de l'analyse de cycle de vie. Alors, il s'agit d'une méthode d'évaluation environnementale d'un bien ou d'un service qui va prendre en compte tout le cycle de vie du bien de ce service. Donc, en fait, pour chaque étape du cycle de vie de ce bien ou de ce service, on va comptabiliser les ressources utilisées et aussi les émissions. On va faire l'inventaire de toutes ces ressources et de ces émissions qu'on va additionner entre elles, et ensuite on va caractériser un impact, différents impacts. Donc, il s'agit d'une méthode multicritère. Ces impacts peuvent être l'impact sur le changement climatique, la consommation d'énergie, et l'impact sur la qualité de l'air ou de l'eau. Et ça, pour les différents, on va dire, compartiments de l'environnement. On va avoir l'impact donc sur l'eau, sur le sol et dans l'air. Un des exemples donc, de résultats qu'on peut avoir avec cette méthode, c'est le graphique que je vous montre. Alors, il s'agit donc d'une comparaison de la production ou de l'approvisionnement et de la consommation d'un mégawattheure de gaz sur le territoire. Les résultats sont en base 100 et la référence, donc le territoire sans méthaniseur, est illustré par la ligne en pointillé rouge. Donc, pour répondre à la question que la personne se posait, est-ce que le méthaniseur va impacter mon territoire, va impacter l'environnement, la situation environnementale de mon territoire, on va répondre qu'en termes de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, il va avoir un effet positif du méthaniseur. On va avoir une diminution de 20% à peu près des gaz à effet de serre issus de la production ou de l'approvisionnement et de la consommation de gaz sur le territoire, et aussi une diminution de la consommation énergétique, en fait, une amélioration de l'indépendance énergétique du territoire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'ACV a pu rendre compte qu'on va avoir un déplacement de pollution. Ce qu'on a gagné d'un côté en termes de gaz à effet de serre, on va avoir une augmentation sur notamment certains indicateurs de qualité de l'air. Excusez-moi, qualité de l'air, notamment l'acidification, donc un peu plus d'émissions d'ammoniac par exemple.
ou un peu plus d'émissions de particules fines. Pour conclure sur cette partie analyse du cycle de vie, il est important de se rendre compte que l'évaluation multicritère va permettre à la fois donc de montrer les impacts masqués, mais aussi les différents compromis que l'on doit faire pour tout projet, mais aussi de l'amélioration de ce projet que l'on peut mener. Est-ce qu'il est, certes, je diminue mes gaz à effet de serre, mais d'un côté, je vais avoir une contrepartie d'avoir un peu plus d'émissions d'ammoniac. Est-ce que ça, c'est acceptable ou pas? C'est à discuter entre acteurs du territoire. Pour conclure, pour une évaluation, il faut bien définir les objectifs et les enjeux environnementaux pour répondre au mieux aux attentes des acteurs. Il faut pouvoir aussi bien comprendre ce que les acteurs attendent et leurs interrogations. L'évaluation va apporter des éléments objectifs pour discuter sereinement du projet, des bases qui vont permettre une construction ensemble de la filière. Donc, nous avons terminé pour cette présentation et je vous propose maintenant un temps d'échange. Quelqu'un nous pose une question sur le coût des évaluations en disant que ces évaluations peuvent être coûteuses et comment est-ce qu'on intègre ça dans un projet? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que l'un d'entre vous, par exemple Justine, avec les prestations que vous développez en ce moment auprès de certaines personnes, est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur cette question de comment ça se passe et comment est-ce qu'on l'intègre dans un projet? Ça va dépendre, en fait, ça va dépendre du besoin d'évaluation, de la mobilisation des outils. Souvent, c'est du temps de main-d'œuvre à prévoir, donc ça va dépendre du temps à y passer. Après, là, par exemple, sur une évaluation carbone telle que je l'ai présentée, l'outil Simios AMG qui est disponible en ligne et même en version démo gratuite. Après, il y a des versions un peu plus payantes avec d'autres fonctionnalités, mais peut permettre déjà de répondre à l'échelle d'une rotation. Mais après, voilà, s'il faut faire une ACV telle que l'a présentée Joachim, c'est plusieurs jours de travail, comme il l'expliquait, de définition du périmètre, de recherche bibliographique, et donc on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions. Donc c'est difficile de répondre pour tous les cas. Je ne sais pas, Joachim, si tu veux compléter ou pas. Non, tu as tout dit. En effet, une ACV, c'est même plusieurs semaines de travail. Et non, voilà, oui, ça peut être un travail très très long. Après, selon l'objectif qu'on peut avoir, on peut cibler les ACV, on va dire. Ou alors se baser que sur le bilan carbone. Voilà, selon vraiment l'objectif et l'enjeu environnemental, on peut essayer de cibler l'ACV et la simplifier pour pouvoir atteindre aussi des objectifs avec des coûts moindres et du temps moins important. Toujours merci en tout cas Justine et Joachim pour ces réponses. Il y a toujours sur la question de l'ACV, il y a plusieurs questions et il y en a une sur par exemple l'évaluation environnementale. Est-ce que les conséquences en termes de santé sont prises en compte pour savoir ce qui est acceptable ou pas dans des projets? Est-ce que Joachim, tu aurais des éléments de réponse dans les travaux qu'on a pu faire dans le cadre du projet ou plus globalement dans ce domaine-là? Alors il existe plusieurs types d'ACV. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une ACV, on va dire, midpoint, c'est-à-dire on s'est arrêté à l'impact sur l'environnement, mais on peut aussi essayer de caractériser l'impact sur la santé humaine. Ça se fait, ça demande plus de temps. Dans ce cas-là, l'objectif et l'enjeu qui avait été posé, enfin, ce n'était pas une question posée, on s'est arrêté là, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, sachant que ce ne sera pas on va dire, une analyse sanitaire. On va avoir voilà, cet impact-là ou ce projet-là peut avoir un impact sur la santé humaine. On aura un indicateur, mais ce ne sera pas sanitaire, ce ne sera pas forcément plus précis. Ça dépend de ce qu'on entend aussi à l'impact sur la santé. Dans le cadre des territoires pilotes, quelles sont les évaluations qui ont été menées? Du coup, je vais répondre à cette question. Dans le cadre donc, des territoires pilotes, on a
on n'est pas forcément parti que des interrogations déjà des acteurs, mais aussi nous, des interrogations qu'on se posait et qu'on voyait, et pour lesquelles on voyait que la profession agricole pouvait se poser des questions. Donc, on a à la fois fait des évaluations environnementales, et c'est par exemple le fruit du travail que vient de vous présenter Joachim à l'instant, qui est beaucoup plus... Là, on a donné juste un aperçu, mais voilà l'idée de ce qu'on a pu regarder. Et on a également fait des évaluations économiques, donc à l'échelle du territoire aussi et de la filière, pour voir voilà, qu'est-ce que le projet venait modifier pour les différents acteurs, que ce soit les agriculteurs ou le porteur de projet. Quel impact ça allait avoir sur ces indicateurs assez classiques pour gérer son activité. Et on a essayé d'aller jusqu'à vraiment l'échelle du territoire pour voir 1 euro investi dans le projet, quel effet il va avoir sur le territoire. Comment est-ce qu'il va, on appelle ça l'effet multiplicateur, comment est-ce qu'il va générer d'autres petits, on va dire, sur le territoire pour les gens qui reçoivent un salaire parce qu'il y a une activité en plus, qui vont aller le dépenser au cinéma. Ça va faire que le cinéma, il y a besoin maintenant de construire un plus grand parking. Voilà, on a essayé de regarder un peu ça, et c'est des travaux qui sont encore à poursuivre pour mieux comprendre un peu comment tout ça peut fonctionner. Donc ça, c'est l'évaluation qu'on a pu faire sur les territoires pilotes, et par ailleurs, il y a beaucoup de travaux d'évaluation qui ont également pu être faits sur les plateformes d'expérimentation, où là, peut-être que Charlotte Journel peut nous donner un très bref aperçu des travaux qui ont été menés. Charlotte, si tu veux bien. Donc effectivement, sur les plateformes où se posait la question de comment produire de la biomasse et des impacts de l'introduction et de l'exportation un peu plus importante de cette biomasse, on a essayé d'évaluer différents éléments. Donc on a fait des évaluations aussi multicritères pour à la fois regarder, donc on l'a dit, la question de la fertilité du sol, mais également autour de la question des risques de pollution des eaux qui reviennent, donc des eaux qui repartent dans les nappes, également autour des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de cette biomasse, et également par rapport à la biodiversité. On a essayé de regarder si le fait d'introduire des nouvelles cultures pouvait permettre d'avoir une diversité supérieure dans nos systèmes ou pas. Et également, donc que ce soit cette biodiversité, on va dire, qui est plutôt sur le sol, dans les cultures, donc avec des suivis d'insectes qui avaient été faits en partenariat avec l'AFREDON, qui est un organisme qui a cette compétence de suivre cette biodiversité, de la caractériser. Et on a également regardé sur la partie plutôt vie biologique du sol, le fait de restituer plus ou moins de biomasse, ce que ça pouvait impacter, on vous l'a dit tout à l'heure, sur les vers de terre, mais aussi plus largement sur cette vie du sol. Donc ce qu'on voit, c'est que vraiment que c'est une question de compromis derrière qu'on doit faire. La production, l'exportation de biomasse, elle est à raisonner en prenant en compte son impact pour l'agriculteur en termes d'organisation, mais aussi ses impacts économiques et environnementaux. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas, voilà, que c'est une histoire de compromis. Il y a des éléments sur lesquels on va avoir peut-être un impact négatif, des éléments sur lesquels on va avoir des impacts plus positifs. Et toutes les histoires de compromis et de justement faire ces évaluations multicritères nous permet de voir s'il y a des endroits où on peut essayer d'améliorer pour pouvoir tendre vers des impacts plus positifs, ou si en tout cas c'est pas possible, comment on peut trouver des solutions pour contrebalancer les impacts négatifs qu'on pourrait avoir. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette évaluation à l'échelle de la parcelle, de multicritères, pour pouvoir vraiment essayer d'être dans le compromis entre production alimentaire, non alimentaire et impact. Il y a des questions sur le lien avec les acteurs du territoire. Par exemple, sur comment est-ce qu'on définit les acteurs à concerter, sachant que tous ne seront pas constructifs, comment est-ce qu'on évite les postures de blocage dans les compromis à accepter. Sur ça, ma première réponse, ça va être de vous dire de vous inscrire demain au webinaire qui sera justement sur comment est-ce qu'on implique les acteurs du territoire dans un projet de valorisation de biomasse. Et la principale clé de réussite, si vous ne pouvez pas vous inscrire malheureusement, que vous ne pouvez pas participer, la réponse que je ferai, c'est que pour éviter les postures de blocage, il faut que le porteur de projet et le conseiller qui accompagne ce porteur de projet soient déjà eux-mêmes dans une dynamique d'écoute
et qui soit prêt à faire bouger aussi également les lignes. Ça peut venir des deux côtés. Vous pouvez également consulter le guide Comment impliquer les acteurs du territoire qui répond en partie au moins, qui donne des clés de réussite sur cette partie-là de comment est-ce qu'on évite les postures de blocage, parce qu'après, ça devient quand même compliqué de continuer à dialoguer en confiance. Il y en a beaucoup quand même sur la question de l'évaluation. Ça prend du temps et ça coûte. Comment est-ce qu'on finance ces évaluations? Est-ce que c'est forcément que aux porteurs de projets de disposer de devoir faire face au coût de l'évaluation? Je crois qu'on ne s'était pas forcément trop préparé à répondre à cette question, à toutes ces questions qui sont sur ça. Mais de nouveau, est-ce que Justine ou Joachim, vous avez des éléments de réponse? Justine, par exemple. Sur le financement, ça va dépendre peut-être de l'implication des acteurs publics, de la collectivité. Rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, le coût de main-d'œuvre. Je pense que c'était aussi un enseignement de ce projet, et je pense de beaucoup de projets d'agrotransfert qu'on peut mener, c'est comment justement réussir à bien cadrer son évaluation. Et c'est vrai que ça peut aussi prendre du temps, mais que avec tout ce qu'on a pu apprendre dans les projets, on peut aussi peut-être gagner du temps sur cette partie-là. Et c'est des choses qu'on essaie aussi de capitaliser en interne et qui peuvent aider justement ces porteurs de projets à bien formuler la question auprès des acteurs. Et je rajouterais à cette réponse de Justine peut-être aussi le fait que pour savoir vraiment si ça va prendre du temps et que ça coûte, faut peut-être pas forcément être dans cette idée que ça va coûter cher et que ça va prendre du temps, mais de venir en discuter avec des personnes qui ont la capacité de faire des évaluations pour voir ensemble vraiment quel est le besoin et du coup vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter. Il faut pas forcément sortir la machine de guerre si la question est simple et qu'il y a peut-être déjà des travaux qui ont été faits dans ce domaine et qu'on peut réutiliser, même s'il faut du cas par cas, des fois des connaissances générales en demandant l'expertise de certaines personnes peut également suffire. Il y avait une question également sur comment est-ce qu'on évalue la sécurisation de l'approvisionnement dans un projet. Donc là, la question finalement nous amène à se poser des questions pas exactement au même moment dans la mise en place de la filière. Là, on a plutôt montré comment est-ce que l'évaluation permettait de répondre aux questions des acteurs avec lesquels le porteur de projet va dialoguer. Mais là, la question, elle est plutôt sur comment est-ce que le porteur de projet met en place également, réfléchit à son approvisionnement et s'assure que celui-ci peut être produit au sein du territoire. De nouveau, je vais me permettre de répondre en orientant vers les travaux qui ont été faits dans un ancien projet d'agrotransfert qui est la la méthode Optabium, qui vise justement à voir comment est-ce qu'on construit un approvisionnement et comment est-ce qu'on s'assure qu'il peut être produit sur le territoire. Et on peut également, de nouveau, par rapport aux besoins véritables du porteur de projet, voir ce qui doit être vérifié pour s'assurer que cet approvisionnement il peut bien être produit. C'est sûr. Est-ce qu'on peut proposer notre expertise hors des territoires des Hauts-de-France? Bien sûr. N'hésitez pas à contacter Agrotransfert, que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine ou je ne sais où, à Lyon, ou en Île-de-France. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'échanger avec vous. On avait une question par rapport aux exportations de carbone. Donc, pour une double culture dans la biomasse aérienne et exportée, est-ce que ces exportations ne sont pas déjà compensées à minima par une biomasse racinaire plus importante que la double culture par rapport à l'escourgeon qui était dans notre témoin? Et quelle est la part de cette biomasse racinaire par rapport à la paille restituée de l'escourgeon? Est-ce que Justine ou Charlotte, vous souhaitez répondre à cette question? Donc là, ce que je montrais tout à l'heure, c'est que les entrées de carbone unifiées qui n'étaient pas apportées par les racines et la paille d'escourgeon étaient compensées par la biomasse racinaire et de chaume de la double culture. Donc je suis pas sûre de... Je pense que ça répond à une partie de la question. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la double culture, ça va être un enchaînement d'une
d'une céréale immature, donc qui n'est pas, qui peut être en association avec des légumineuses, mais qui n'est pas récoltée à maturité, mais qui, au moment où elle est récoltée, a déjà développé une grosse partie de sa biomasse racinaire. Et qu'en fait, ce qui va être produit, ce qui aurait été produit si elle avait été menée à maturité, n'aurait pas été la plus grosse partie. Et après, derrière, on rajoute une culture de printemps. Donc là, ici, c'était maïs ou sorgho, qui sont déjà de base des plantes qui développent beaucoup de biomasse racinaire. Donc, c'est ça qui fait qu'en fait, ça vient vraiment compenser, voire dans certains cas, en fonction du mélange qu'on choisit en céréales immatures, puisque les espèces sont plus ou moins productives, et c'est vraiment cette quantité de biomasse produite qui va aussi contribuer, qui est une grosse part du carbone unifié, et qui va contribuer à enrichir le stock. Donc en fait, ça va dépendre des espèces aussi. Et donc dans certains cas, on peut même être mieux qu'une céréale. Et après, par rapport au digesta, donc ce qu'on a vu, c'est que finalement, c'est tout à fait compatible d'exporter de la biomasse aérienne et de restituer de la biomasse sous forme de carbone unifié pour la matière organique et de contribuer à augmenter le stock de carbone. Et donc si on apporte des digestats en supplément, c'est du carbone unifié supplémentaire. Même si le digesta, surtout le digesta liquide, ce ne sont pas les produits organiques les plus riches en carbone unifié, par rapport à des fumiers, par exemple, qui vont vraiment pouvoir apporter beaucoup, ça reste un apport supplémentaire qui est bénéfique à l'augmentation du stock. Donc j'espère que ça répond à la question. Merci Justine. Je vous propose il y a encore 2 questions qu'on va prendre et avant de clôturer ce webinaire. La première, c'était sur la question de est-ce qu'il y a des évaluations qui légalement doivent être réalisées dans le cadre de l'évaluation dans le cadre du montage d'un projet et de sa mise en place. On peut peut-être faire une réponse et peut-être que Joachim souhaitera compléter. Il y a certaines évaluations qui sont nécessaires, par exemple, pour également obtenir les droits de construction, de regarder où est-ce qu'on va implanter l'unité de valorisation, etc. Après, nous, ce qu'on propose aussi ici, c'est d'utiliser l'évaluation pas seulement comme une nécessité légale, mais aussi comme un moyen pour construire des filières qui soient durables, pérennes et ancrées. Le fait d'apporter des réponses aux acteurs du territoire peut vraiment, à notre avis, contribuer à construire une relation de confiance avec les acteurs. Peut-être que Joachim de nouveau ou Justine, avec les différents exemples d'applications sur des territoires, vous avez peut-être un exemple qui vient conforter ça, avec ABCTR par exemple, ou pas. Je sais pas, Joachim, si tu veux. Non, mais en tout cas, pour le cas de la méthanisation, il me semble qu'un méthaniseur est une installation classée. Donc, de toute façon, il y a un bilan carbone qui est obligatoire, mais il s'agit d'un bilan carbone juste de méthaniseur. Il ne va pas forcément prendre en compte les aspects territoriaux, et notamment tout le stockage du carbone qu'on a pris en compte des systèmes de culture, etc. Donc déjà, il existe ça, mais voilà, juste du projet, en fait, de la structure qui va être montée. Mais il ne prend pas forcément en compte tous les impacts en amont ou en aval du projet. Ce qui est le plus d'une ACV comme on a fait dans cette étude-là. Je ne sais pas si Justine, tu veux rajouter. J'ai évoqué la démarche ABCTR qui va permettre de répondre à des questionnements plus plan climat et énergie territoriaux, où là on a une autre échelle finalement, on n'est plus à une échelle filière, on est vraiment à une échelle territoire au sens collectivité. Et donc dans le cadre des PCAET, il y a une évaluation du volet séquestration carbone qui est obligatoire pour la partie agricole. Donc la démarche ABCTR peut permettre d'aider les collectivités à mettre en œuvre ces évaluations, sachant qu'il y a aussi d'autres méthodes de calcul, mais avec le plus de la démarche ABCTR qui permet d'intégrer les agriculteurs à l'élaboration du plan d'action. Pour répondre au cadre un peu légal, mais plus à une échelle un peu différente de ce qui est l'objet ici. Et je vous propose, vu qu'il nous reste peu de temps, juste une dernière question qui est sur le fait qu'on ait présenté plutôt ici des évaluations exemptées.
Et est-ce qu'il n'y a pas l'intérêt de faire des évaluations également a priori, pendant et après que la filière soit mise en place? Déjà, dans ce qu'on a présenté, certaines des évaluations sont a priori. C'était le cas notamment sur les territoires pilotes, où on est parti plutôt d'éléments a priori parce que les projets étaient en cours de montage. Et peut-être que Charlotte peut répondre sur cet intérêt de regarder à différents moments, par exemple, par rapport aux questions agronomiques qui se posent, comment est-ce que ça peut être fait? Sur la partie vraiment production de biomasse qui a été fait, on avait également un peu, quand on a essayé de voir comment on pouvait produire et exporter, quelle quantité de biomasse on pouvait se permettre d'exporter quand on est dans un système de culture de données. On a utilisé, comme l'a montré tout à l'heure Justine, des modèles aussi en a priori pour essayer d'ajuster ce qu'on pouvait se permettre a priori de faire en termes d'exportation. Donc on s'est basé sur ça pour ensuite tester les choses au champ. Et ensuite, au fur et à mesure des expérimentations, on a fait un certain nombre de mesures pour se poser des jalons et voir si on allait effectivement dans la bonne direction vers les objectifs qu'on s'était fixés et si effectivement il n'y avait pas des choses qu'on pouvait voir très rapidement en termes d'impact qui n'étaient pas acceptables et qui du coup nous auraient permis de réajuster et d'améliorer un peu les expérimentations qu'on faisait. Donc effectivement, on a fait des évaluations au fur et à mesure. Et puis donc là, on fait les évaluations maintenant à la fin des expérimentations, d'autant plus qu'il y a certains nombres d'éléments qu'on ne peut pas mesurer à court terme, notamment sur toute cette partie carbone, fertilité du sol, qui ont un pas de temps, qui sont modifiés sur un pas de temps un peu plus long, et donc on ne peut pas avoir un réel idée de leur évolution si on ne se base que sur un pas de temps court. Donc il y a des évaluations qui doivent se faire plutôt ex ante pour pouvoir avoir, et au bout d'un certain nombre de temps, pour pouvoir avoir des résultats qui soient représentatifs de ce qui se passe par rapport à l'évolution du sol. Après, je pense que ça c'est pour la partie agronomique, et effectivement sur la partie filière, se posent aussi des questions plus largement d'évaluation au fur et à mesure, au cours une fois que la filière est créée. Et pour compléter juste sur cette question, de nouveau, il y a un projet également chez Agrotransfert qui s'appelle Strateco et qui regarde justement quels peuvent être les indicateurs au fur et à mesure qu'un acteur porte un projet pour piloter son projet et voir comment est-ce qu'il peut continuer, est-ce que ça répond toujours à ses objectifs. Donc n'hésitez pas non plus si vous avez des questions à contacter Agrotransfert sur ce projet. Donc je vous propose de conclure ce webinaire. On vous a parlé de l'évaluation. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions sur mais comment est-ce qu'on met ça en place, combien ça coûte, combien de temps ça prend, et également sur ce qu'apporte l'évaluation. Nous, le message en tout cas qu'on voulait vraiment vous passer, c'est que l'évaluation, c'est un outil, c'est pas une finalité en soi, c'est quelque chose qui peut être au service de questions qui se posent et que ça peut à la fois orienter le porteur de projet lui-même dans ses choix pour faire des choix éclairés, mais également être un outil. Donc, dans ma première partie, plutôt sur les aspects techniques, mais ça peut également être un outil qui va être au service de la création d'une relation de confiance et d'entrer dans vraiment d'une dynamique de concertation avec les différents acteurs du territoire qui peuvent être directement liés au projet ou bien indirectement liés, mais que toutes ces préoccupations, elles sont aussi à prendre en compte. Et l'évaluation, c'est pas toujours quelque chose de lourd à mettre en place. Là, on vous a présenté nos travaux qu'on a menés pendant 5 ans, donc ça peut paraître important, mais il y a déjà plein de choses qui existent. Alors voilà, je redis mon message, mais n'hésitez pas à contacter des experts quand vous posez des questions, parce qu'il y a peut-être déjà des choses dans les tiroirs pour discuter de tout ça.